Parfois, le bug à corriger, c'est les gens. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 étapes suggérées par Kent Beck pour corriger un defect selon les principes de l'extreme programming. Rappelez-vous que chaque bug, c'est de l'argent perdu, des développeurs en dépression et des clients qui perdent confiance petit à petit dans les compétences de l'équipe. Vu comme ça, on se rend compte que chaque bug est un gaspillage qui est un fléau pour cette industrie. Dans son livre Extreme Programming, Kent Beck explique qu'au grand minimum, 30% du code qui est produit actuellement dans le monde est du pur gaspillage, ou plus précisément, un gâchis total. Vous créez des features qui sont finalement pas exactement celles attendues, vous corrigez des bugs qui en créent d'autres, ou encore vous refactorisez du code que les gens comprennent encore moins que l'implémentation initiale. Et un des principes phares de l'extreme programming, c'est la simplicité, c'est-à-dire cet art perdu de maximiser le travail à ne pas faire. Nous allons donc voir les 4 étapes recommandées par Kent Beck pour minimiser complètement le nombre de bugs dans votre codebase et ainsi limiter au maximum le gaspillage. Pour ceux qui ne voient pas ce qu'est l'extreme programming, voyez-le comme l'ancêtre de l'agilité, beaucoup plus orienté sur l'aspect technique du développement. Et comme il fallait bosser plus et mieux sans faire forcément plus de réunions, cette méthodologie n'a pas très bien fonctionné. Le business ne voyait pas la valeur que ça pouvait apporter. C'est donc historiquement l'agilité qui a gagné, mais les principes d'extreme programming qu'on va voir n'ont rien perdu de leur pertinence. Première étape recommandée par Kent Beck, ajouter un test d'acceptance automatisé qui échoue. Le terme test d'acceptance peut faire peur. Concrètement, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un test de haut niveau sur tout le système, ce qu'on appelle des tests end-to-end, et qui peuvent être implémentés avec des technologies comme Cypress ou Playwright. Et une fois qu'on a mis en place un test qui prouve que le code en production échoue, qu'il y a bien un bug et qu'il sera attrapé par la suite, on peut se demander à quoi ça sert d'aller plus loin. Et le problème de ces tests automatisés de haut niveau, c'est qu'ils ont l'air génial sur le papier et il s'agit bien d'une solution magique, mais sur le papier. Dans la réalité, ces tests end-to-end sont extrêmement volatiles puisqu'ils dépendent absolument de toutes les couches logicielles qu'il y a en dessous et donc ils sont non seulement très chers à mettre en place, mais ils coûtent une fortune à maintenir puisque vous imaginez dès qu'il y a une modification qu'un développeur fait sur n'importe quelle couche du projet, la base de données, le front-end ou le back-end, les tests sont potentiellement plus à jour. Dans l'excellent livre Software Engineering at Google, les auteurs expliquent comment ils gèrent cette problématique à l'échelle de Google. Et le chiffre qu'il faut retenir, c'est 0,15%. En effet, comme on l'a vu, ces tests ont un scope absolument énorme. Ils dépendent notamment du réseau pour la plupart. Et il est extrêmement courant d'avoir de faux positifs dans ce genre de tests. Ce qu'explique Google, c'est que au-delà de 0,15% de faux positifs dans ces tests automatisés, petit à petit, il devient très dur d'avoir confiance dans les résultats qui sont affichés. Si chaque jour, vous consultez les résultats des tests qui ont été déployés sur le système et que vous avez 10% de faux positifs, petit à petit, votre confiance dans les tests va s'amoindrir et vous ne saurez absolument pas quoi faire avec les résultats des tests que vous allez avoir chaque jour. Vous serez obligé de repasser dessus manuellement pour faire la distinction entre les vrais bugs et les faux amis. Donc Google estime que 0,15% c'est la ligne rouge à ne pas franchir et pourtant de mon expérience personnelle, on est souvent 100 fois au-dessus sur un projet. Quand je faisais du Protractor avec AngularJS, je me rappelle de la galère que c'était de mettre en place ce genre de test end-to-end. Chaque jour, nous avions plus de 15% de faux amis, donc on était bien 100 fois au-dessus de la limite recommandée par Google. Et ces tests signifiaient petit à petit de moins en moins de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, la plupart des projets que vous risquez de rejoindre ont un fonctionnement des tests de type cornet de glace, comme vous pouvez le voir à gauche à l'écran. C'est-à-dire qu'on déploie massivement des tests end-to-end automatisés de haut niveau et quasiment aucun test unitaire. On se retrouve donc très rapidement avec des centaines de tests qui produisent des faux amis tous les jours. Ce qui est recommandé par l'approche Extreme Programming et qui est appliqué à Google et dans la plupart des boîtes tech, c'est plutôt une pyramide qu'un cornet de glace. Et dans ce fonctionnement-là, la quantité de tests end-to-end global est de 5%. C'est-à-dire que sur 100 tests, vous avez 80 tests unitaires, 15 tests d'intégration et seulement 5 qui sont des tests end-to-end. Donc ce qu'explique Kent Beck dans son livre, c'est qu'une fois que vous avez mis en place un test end-to-end pour vérifier que le bug en production ne se reproduise plus, vous n'avez pas fini. Vous avez fait que 5% du travail. Et on passe tout de suite à l'étape 2, ajouter un test unitaire qui échoue sur votre code en production. Et cette étape est une de mes préférées puisque c'est celle qui va produire le plus de valeur et qui est le moins pratiquée actuellement. En effet, la plupart des développeurs connaissent ce schéma du test-driven development. On écrit d'abord un test unitaire et ensuite on ajoute le code pour passer le test unitaire, puis on refactorise
avant de livrer. Et cette manière de coder eh bien, est décrite comme l'approche la plus scientifique pour du code destiné à la production, d'après Mark Seaman dans son livre Code That Fits Your Head. L'auteur va même plus loin en disant que de la même manière que du code qui n'est pas versionné avec Git n'existe pas, et bien du code qui n'a pas une couverture de test unitaire automatisé solide, et du code aussi qui n'existe pas. Ça peut faire très mal à entendre, surtout si j'étais en train d'apprendre à coder, j'aurais pas aimé entendre ça, mais honnêtement, c'est probablement une des pratiques majeures qui devrait être mise en place dans notre industrie. En tout cas, si vous avez une architecture ou une équipe qui a les compétences pour mettre en place un test unitaire à chaque fois qu'il y a un bug en production, vous avez une architecture de code qui permet cela, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous recommande de rester sur ce projet et de continuer à monter en compétence sur cette pratique. Malheureusement, la plupart des projets que vous allez rejoindre n'ont pas forcément une architecture qui est testable unitairement. Vous avez trop de coupling, vous avez des injections de dépendance dans tous les sens, ou alors vous avez des fichiers de 1000 lignes qui sont impossibles à monter dans l'environnement de test, ou encore du code qui n'a tellement pas de responsabilité que même si on devait écrire un test, on ne sait même pas ce que le code est censé faire en dessous. Si c'est le cas, vous avez une problématique de refactoring qui va pas être évidente du tout, puisque vous allez devoir refactoriser sans avoir des tests qui vous garantissent que vous ne cassez rien. En tout cas, vous avez deux chemins devant vous, du refactoring pour avoir du code testable, et si vous avez du code testable, eh bien appliquez cette deuxième étape que suggère Ken Beck. Maintenant, vous avez deux tests qui échouent sur votre code en production sur le bug que vous aviez au départ. Et il va peut-être être temps, enfin dans la troisième étape qu'on va voir, eh bien de corriger le bug en question. Rappelez-vous, pour le moment, on n'a que des tests qui échouent. Et la troisième étape, eh bien c'est de modifier votre code destiné à la production pour qu'il passe les deux tests qui échouent que vous venez d'écrire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la double loupe TDD et BDD. TDD pour la partie Test Driven Development, c'est la partie test unitaire qu'on vient de voir, et la partie BDD, c'est pour s'assurer que le comportement de votre logiciel correspond bien à ce dont a besoin l'utilisateur. En ayant écrit d'abord les tests qui échouent pour le code en production, puis avoir écrit le code qui permet de passer ces tests et donc de corriger le bug, eh bien vous pouvez avoir confiance non seulement dans le code que vous livrez aujourd'hui, mais vous pouvez être aussi certain que les prochaines régressions éventuelles vont être attrapées directement par les tests. Entre guillemets, ça va vous permettre d'avancer avec votre code dans une seule direction, plutôt que de faire deux pas en avant, un pas en arrière. Sans compter le fait que, à partir de maintenant, à chaque fois que vous allez modifier votre code, eh bien vous allez avoir deux feedbacks de plus que vous allez vous prendre pour être sûr que vous n'avez rien cassé. Et donc ça permet d'avoir confiance quand on avance avec ces développements. Et juste avant de passer à la quatrième étape qui va consister à fixer les gens, entre guillemets, eh bien je me présente rapidement, puisqu'on est plus de 100 nouveaux développeurs par jour sur la chaîne. Je m'appelle Simon, ça fait 7 ans que je suis développeur professionnel et instructeur Udemy for Business. Je forme des ingénieurs logiciels sur le framework Angular depuis que j'ai 26 ans via des workshops en présentiel. J'ai créé cette chaîne pour faire découvrir comment on produit du code réellement en entreprise, puisque les tutoriels, généralement, présentent des niveaux de complexité qui sont assez réduits par rapport à ce qui vous attend réellement dans l'entreprise. Dans un projet en entreprise important, vous allez rarement créer une to-do list ou un tableau de type Trello. Si demain vous devez gérer un système de réservation d'avion, pas sûr que ce que vous avez vu en tutoriel va vous suffire. Donc si ce sujet de la production de code pour résoudre des problématiques complexes vous intéresse, eh bien vous retrouverez une nouvelle vidéo par semaine sur la chaîne. Pas besoin de vous abonner, vous repassez quand vous en avez besoin. Quatrième étape, comment fixer les gens. L'idée ici, recommandée par Ken Beck, ça va être de comprendre comment corriger les bugs de manière systémique au niveau de votre organisation en tant qu'équipe. Le but n'est pas du tout de pointer des gens du doigt, bien au contraire. Le but est plutôt de comprendre comment le système a permis à quelqu'un d'échouer. Et dans son livre Extreme Programming, eh bien Ken Beck raconte l'histoire de l'ingénieur Taishi Ohno, qui est un des premiers ingénieurs qui a rejoint Toyota juste après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, Toyota est une toute petite entreprise au Japon qui produit quelque chose comme 300 camions par an à la sortie de la guerre. À ce moment-là, les Japonais sont entre guillemets du mauvais côté de l'histoire, se sont pris 2 bombes atomiques sur leur territoire et doivent concurrencer les Américains sur la production automobile. Ce que Taishi Ohno remarque, c'est qu'ils ne peuvent pas concurrencer les Américains sur les économies d'échelle qui sont la stratégie des entreprises américaines à ce moment-là. C'est-à-dire produire beaucoup pour pouvoir factoriser les coûts de production et augmenter le bénéfice par véhicule vendu. Les Japonais ne peuvent pas se permettre ça, et Taishi Ohno met au point une autre stratégie qui est l'optimisation millimétrée des coûts. Il va donc mettre au point une technique qui est encore connue aujourd'hui, qui est la technique des 5 pourquoi. En effet, à chaque fois qu'il y avait une problématique dans la production d'une voiture dans les usines Toyota, eh bien Taishi Ohno posait 5 fois la question pourquoi. Parfois plus
parfois moins, l'objectif étant de trouver la racine réelle du problème. Par exemple, lorsqu'une machine est tombée en panne dans l'usine, Taishi Ohno et son équipe ont simplement commencé à poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi cette machine est tombée en panne? Eh bien parce que le moteur a surchauffé. Donc deuxième question, pourquoi le moteur a surchauffé? Eh bien parce que le filtre à huile n'était pas suffisamment propre. Troisième question, pourquoi ce filtre à huile n'était pas suffisamment propre? Parce que l'intervalle de maintenance n'a pas été respecté. Quatrième question, pourquoi l'intervalle de maintenance n'a pas été respecté? Parce que la fréquence de maintenance qui a été mise en place l'était sur une estimation approximative et non sur l'utilisation réelle de la machine. Cinquième question, pourquoi la fréquence de maintenance est basée sur une estimation approximative? Eh bien parce qu'il n'y avait aucun système réel pour traquer l'utilisation réelle de la machine. Donc on passait par exemple toutes les 2 semaines plutôt que toutes les 1000 productions de telle vis. En remontant à la source du problème, Taishi Ohno et son équipe ont non seulement résolu la cause profonde du problème, mais ils ont également mis en place un système de suivi qui est maintenant en place et qui diminue grandement l'erreur humaine qui pouvait exister jusque-là. Donc dans le monde du code, vous pouvez faire exactement le même parallèle. Quand vous avez un bug, vous pouvez poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau bug sur la page d'accueil? Ah c'est parce que John a repris le travail de Toto qui est parti en vacances. Deuxième question, pourquoi Toto n'a pas fait le transfert de compétences à John? Eh bien parce que Toto pensait que John en savait déjà beaucoup et il lui a donné des informations à la va-vite. Du coup, pourquoi John n'a pas été capable de reprendre le travail de Toto, etc., etc. Et en posant suffisamment de fois la question « Pourquoi ?», vous arriverez toujours à la racine du problème, qui est rarement un problème d'outils techniques, mais qui est toujours un problème organisationnel, qui devrait être fixé de manière systémique. Et ce que Ken Blake explique dans son livre Extreme Programming, c'est que 99% des bugs ont en réalité une cause profonde qui est une cause organisationnelle ou humaine. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas été formé sur le sujet, qui manque de compétences pour opérer sur la technologie XYZ, ou encore une ignorance totale du produit. On code dans un projet où on connaît 10% du métier et on n'ose pas poser des questions. Ou encore des restrictions budgétaires, par exemple, qui sont mises en place, mais de l'autre côté, on attend que les équipes réduites fassent toujours le même travail qu'avant. On obtient donc des gens épuisés qui livrent des choses en étant complètement cramés et qui peut commencer à créer tout un tas de bugs simplement parce que les gens sont fatigués, parce qu'il y a eu des restrictions budgétaires. Et comme on peut le voir, la racine profonde des bugs a souvent rien à voir avec le JavaScript ou le Python. Alors cette manière de corriger des bugs en 4 étapes de l'extreme programming est plus un idéal qu'une réalité, puisque comme on vient de le voir, par exemple, si vous avez des bugs parce que les gens sont épuisés à cause d'une restriction budgétaire, eh bien vous, en tant que développeur, malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais en tout cas, vous pouvez déjà trouver la cause profonde, la raison systémique qui a causé le bug. En tout cas, même si ça n'est pas réaliste ou réalisable pour vous, essayez de le voir comme un objectif de long terme, de corriger des bugs de cette manière, puisque normalement les bugs deviendraient de plus en plus rares et seraient corrigés de manière systémique à chaque fois. Donc ça augmenterait votre confiance pour vous et votre équipe lors des développements, et puis ça augmenterait aussi la confiance du client dans ce que vous livrez. Voilà, en tout cas, je suis curieux de ce que vous pensez de cette manière de corriger des bugs, et est-ce que vous pensez qu'il y a au moins certaines de ces étapes que vous pourriez mettre en place dans votre manière de coder actuellement? Et si ça n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche de le faire sur votre projet? Les délais, la qualité du code existante, etc. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, et si cette vidéo vous a apporté de la valeur et que vous voulez devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous retrouverez une nouvelle vidéo sur la chaîne sur des principes de code avancés. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez repasser de temps en temps. Deuxièmement, vous pouvez interagir avec la chaîne en mettant des pouces bleus ou en interagissant en commentaire. Ça va permettre de faire connaître la chaîne et demain, peut-être, d'avoir la crédibilité d'interviewer un tech lead chez Google ou un architecte chez Netflix et de mettre l'interview directement sur la chaîne. Et enfin, troisièmement, vous retrouverez un lien sous la vidéo si vous êtes intéressé pour suivre un de mes workshops en présentiel directement via un espace membre en ligne. Actuellement et jusqu'à fin juin, vous retrouverez sur le site angularsenior.fr un workshop pour vous préparer pour votre premier jour en entreprise sur JavaScript, qui est le langage qu'on retrouve derrière la plupart des frameworks front-end. Si ce workshop sur JavaScript vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo YouTube et vous laisser guider. Et ce workshop sera accessible que jusqu'à fin juin de cette année. Ensuite, je le retirerai pour en mettre un autre. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!